Jacques est connu dans le monde de la FFE2SL. J'arrive à le dire correctement. Voilà, je vais vous présenter très rapidement d'où vient la collaboration en fait entre la fédération et le campus Sport Bretagne. Alors évidemment, ça vient d'abord de personnes, mais pas seulement. Ça vient aussi d'un mouvement en ce moment qui se passe, le GIP. Pour ceux qui ne savent pas, très rapidement, il n'y a pas de Krebs en Bretagne, il y a un GIP qui a été constitué, un groupement d'intérêt public, et qui réunit des collectivités, toutes les universités bretonnes, tous les CHU bretons, et puis quelques écoles, et bien sûr le mouvement sportif. Par rapport à ça, nous, nos activités elles sont traditionnelles, hein, c'est la formation, l'accueil de stage, ce qui fait qu'on a quand même une connaissance multisport qui peut favoriser, on en a parlé pas mal, des transferts de connaissances ou des transferts de technologies entre les disciplines. Et là, quand on sait que les fédérations sont des organisations assez verticales, même les activités au sein des fédérations sont relativement verticales, nous on arrive à avoir une approche un petit peu plus interdisciplinaire là, sur ce sujet-là. L'arrivée récente de la Maison régionale de la performance aussi au sein du campus, plus l'Agence nationale du sport qui s'est vraiment développée, nous a amené à créer, à constituer un service à la performance, dédié à la performance, il était temps, hein, je dirais. Mais c'est pas ça qui fait vivre les établissements, c'est un petit peu ça le problème aussi. D'où notre collaboration avec différentes fédérations, et puis ça a commencé par un accueil de stage détection que Maxime, Alicia, Kevin ont bien voulu organiser à Dinard. Et puis de proche en proche, on a collaboré ensemble. Et puis on a essayé d'aller plus loin, on a fait une convention sciences et nage avec Palm. Et sur les temps de l'accompagnement scientifique ou les temps de la recherche, on est quand même sur des temps un petit peu longs. Hein, c'est difficile de donner un échéancier. Et donc on est passé en 2 temps, une identification de l'ensemble des problématiques sur lesquelles Jacques va revenir, et puis pour aboutir sur une proposition d'offre en termes de recherche. Là on est sur la mécanique de la palme, hein, clairement, que je vous exposerai à la fin. Voilà. Ok. Vous m'entendez tous, ça va, bonjour. Alors oui, donc Rémi l'a précisé, on est vraiment parti d'un postulat, c'est-à-dire qu'il y a une commande, il y a un certain nombre de questionnements qui ont été émis par les entraîneurs sur la problématique du matériel. Donc c'est une problématique complexe, une problématique qu'on connaît bien depuis quelques décennies, effectivement, on a géré Palm, et c'est une problématique qu'on va essayer potentiellement de résoudre, même si elle est complexe, avec un certain nombre d'inconnus et de développements à mettre en place. Donc cette problématique-là, elle part bien évidemment d'un certain nombre de questions techniques sans réponse, l'inconfort des palmeurs et des entraîneurs demeure. Donc un certain nombre de questions. Un, sur le confort de la palme. Sommes-nous en capacité, effectivement, de mesurer le confort de la palme, oui ou non? Est-ce que si on modifie le confort de la palme, on va modifier potentiellement son efficacité? Ensuite, Agathe en a parlé tout à l'heure, des contraintes physiques, effectivement, notamment du chausson ou du socle, qui sont qui proposent un certain nombre d'accidents potentiels, notamment au niveau des bursites. La zone inflammatoire du dessus du pied, elle est bien connue, effectivement, des palmeurs. Ensuite, la question, c'est la potentialité d'adapter les caractéristiques technologiques de la palme en fonction du potentiel physique et de la spécialité du palmeur. Rendement propulsif, force musculaire, mise en jeu, longueur de levier, adaptation technique. Un certain nombre de points, effectivement, sont récurrents. Et après, c'est est-ce que la voilure, la quantification de la dureté, de la viabilité, de la reproductibilité, la rentabilité cinétique de cette palme-là, est-ce qu'on peut la mesurer? Est-ce que c'est un critère mesurable? Est-ce qu'il y a possiblement des repères, des batteries de tests qui sont capables, effectivement, de répondre à ces questions-là? Donc la démarche amorcée connecte avec le très haut niveau de performance simple. C'est la commande de la fédération, effectivement, de répondre à une problématique qui s'inscrit au moins dans la haute, voire dans la très haute performance. Donc elle se trouve être à la croisée d'un certain nombre de problématiques majeures. 1. Faire une revue des travaux de recherche menés sur la technologie d'une palme, qu'elle soit mono ou bipalme. Bon, là, effectivement, on fait un focus plus orienté sur la monopalme.
Est-ce qu'on est capable de produire une fiche technique constructeur spécifique à chaque type de voilure, protocole test de la palme? Est-ce qu'on est en capacité de construire un matériel accessible de nage conservant un haut degré de reproductibilité? Ça, c'est aussi la question. Un certain nombre de palmes sont faites, mais est-ce qu'il y a un coefficient de reproductibilité? Ça, c'est une vraie question qu'on peut effectivement se poser, notamment sans perte des qualités mécaniques de la voilure et du chausson. Ensuite, adapter les paramètres constructeurs de la palme aux caractéristiques du nageur. Ça, c'est vraiment la problématique. À un moment donné, il y a un exosquelette qui est mis potentiellement donc, au contact du nageur, mais c'est bien et bien le nageur qui va activer son matériel. Donc, les problématiques des paramètres anthropométriques, podologiques, dynamiques ou encore spécifiques liés à l'âge ou encore au niveau du sexe. Les liens mesurables, adaptation, fidélisation, évolution des paramétrages. Donc, cette notion-là de capacité à mesurer est très importante. Et après, possiblement, établir un nouveau profil de palme plus performant avec un certain nombre d'alliages ou de composants possibles. Alors, l'axe de recherche étude des palmes, on va effectivement focaliser plus spécifiquement sur la monopalme. Donc ce projet d'étude, il va prendre en compte un certain nombre de critères de base relativement simples, mais qui sont importants et déterminants. Donc analyser le ou les process de fabrication des palmes. Actuellement sur le marché, bien évidemment, les matériaux, quelles en sont la composition, quelles sont les propriétés et les comportements mécaniques de la palme. Est-ce qu'il y a une incidence sur la forme ou sur le design? Et ça va bien évidemment impacter un certain nombre d'éléments qui sont, et qu'on connaît bien, le chausson ou socle, la voilure, l'assemblage et la qualité du collage. C'est aussi rapporter ce process de fabrication aux spécialités des épreuves en piscine. En surface, en sprint demi-fond ou fond, en apnée ou encore en scaf. C'est aussi identifier les pistes d'amélioration et d'optimisation dans un objectif de standardisation des process de fabrication. Ça, c'est important. Si on arrive effectivement à standardiser ces process de fabrication, là, on aura déjà une lecture relativement affinée de la manière dont une palme est construite. Donc, reproductibilité, là encore, fiabilité, rendement optimal, répondant aux exigences de la haute ou de la très haute performance. C'est aussi un élément important et incontournable, c'est d'élaborer des protocoles tests pour affiner l'adéquation entre le palmeur et sa palme. C'est aussi accompagner les acteurs de la performance, que ce soit les palmeurs ou encore les entraîneurs. Leur donner un certain nombre de critères observables, leur donner un habitus fonctionnel au niveau de l'utilisation du protocole test et un certain nombre d'éléments comme ça qui peuvent les accompagner. Et c'est bien évidemment, on en a parlé aussi avec Maxime lors du stage, c'est promouvoir, on en a parlé aussi avec Richard, c'est promouvoir et être en capacité de localiser le savoir-faire. Actuellement, nombre de palmes, tu me diras si je me trompe, les nombres de palmes sont essentiellement fabriqués dans les pays de l'Est, avec un certain nombre de critères plus ou moins aléatoires, qu'on maîtrise plus ou moins, voire pas du tout. Donc l'idée, c'est effectivement, de revenir possiblement sur un savoir-faire français. Alors, là, il faut, à partir de ce constat-là, de ce diagnostic-là, il faut bien évidemment être en capacité de renseigner un bilan d'expertise. Donc, c'est faire une étude des types d'analyses possibles et d'être en capacité de répertorier l'ensemble des paramètres mesurables. Donc là, c'est bien évidemment, ça va passer par un expert, ça va passer par un labo, ça va passer par des professionnels qui vont être en capacité de pouvoir analyser ces paramètres-là. Ce n'est pas nous, au niveau campus Sport Bretagne, qui va être en capacité de pouvoir réaliser cette démarche-là. C'est comparer les mesures... j'appuie sur un mauvais bouton. C'est comparer les mesures enregistrées et le process de fabrication de la palme. On a un certain nombre de mesures qui vont être paramétrées, qui vont être à un moment donné chiffrées, et qui doivent être mis en liaison avec la manière dont la palme est fabriquée.
mettre en évidence ce process de fabrication. C'est aussi identifier les paramètres discriminants d'un type de palme, le poids, les dimensions, la dureté, ou encore la spécificité en rapport à la distance de nage, donc paramètres discriminants. C'est aussi optimiser différents profils de monopalme, aptes à produire de la haute performance. Il existe un certain nombre de profils, on n'a pas de cartographie de ces différents profils de manière analytique, donc il va falloir à un moment donné peut-être se poser cette question. C'est ensuite interpréter ces données d'un point de vue mécanique, d'un point de vue cinétique, d'un point de vue technologique, en fonction, là encore, du profil du palme. C'est bien l'équation. Et enfin, donc, c'est réfléchir à de nouvelles gammes de palmes qui peuvent ouvrir sur un plus grand public ou encore sur un milieu de pratique. Donc, je vais laisser la... Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette première base? Bon, on a été assez vite parce que le temps est contraint, il faut qu'on aille... C'est ce qu'explique Jacques. Hein. Nous, on n'a pas la prétention demain de dire, demain, nous, Français, on va fabriquer une palme. Enfin, dans le zéro, c'est pas ça. Mais on trouverait aussi, d'un autre côté, dire, ce serait dommage, je pense, de dire, bah, c'est un savoir-faire qu'on ne sait pas faire, et on le laisse aux autres. Peut-être que ça prendra 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais aujourd'hui, on ne peut pas rester dépendant d'un marché complètement étranger, dont on ne maîtrise pas, je peux vous parler juste après, dont on ne maîtrise pas les données. Quand on envoie aujourd'hui un fabricant des mesures, on ne sait pas ce qu'il en fait exactement, à quel degré il adapte le matériel à nous. Aujourd'hui, ce qui fabrique les palmes, c'est l'Ukraine, majoritairement. L'Ukraine, hein, depuis un an, c'est très compliqué. Et en plus, c'est laisser à nos concurrents directs la fabrication de notre matériel. Je pense que c'est quand même assez, si on prend le truc avec du recul, on se dit, ouais, en fait, on prend des risques. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais, mais on se doit au moins poser la question. Oui, par rapport à la standardisation, je sais que c'est les palmes qu'on utilise beaucoup moins, mais dans les années 90, il y avait les MATMAS, oui, on en a parlé. Qui sont des palmes fabriquées donc, en Italie, standardisées, avec des puretés, des compressées en Italie avec des puretés fixes. KSP, ouais. Ça peut être intéressant aussi de travailler peut-être avec eux, parce qu'ils ont besoin d'un savoir-faire industriel, en tout cas, que non pas justement les écrivains qui restent sur, restent sur des techniques en fait, de déclive manuelle. Tu as tout à fait raison, c'est une période qui était intéressante, parce que on appelait ça les KSP, les coefficients de dureté, et on était capable effectivement de KSP 9 à KSP 14 ou 15, hein, tu me diras, je ne me rappelle plus. Mais là, il y avait effectivement une capacité à pouvoir choisir, avec une certaine fiabilité, une caractéristique de voilure pour l'adapter à tel ou tel nageur. Il y avait aussi une organisation qui était plutôt intéressante dans la démarche de collaboration entre des éléments techniques et des éléments de performance. Là, actuellement, il y a vraiment une question sur, le monopole dont tu parles effectivement, qui est plutôt axé sur les pays de l'Est, et puis cette capacité à pouvoir cartographier avec un choix qui soit non discutable et réalisé avec une bonne assurance de performance, mais surtout en capacité de pouvoir être mis en perspective des qualités ou des capacités du palmeur, à la fois physique. On parlait de force musculaire, on parlait de la longueur des leviers, on parlait de potentiel souplesse. Il y a ces éléments-là qui sont à mettre en place, qui sont à mettre en corrélation avec une palme. Une palme, quand elle est choisie, elle n'est pas choisie de manière aléatoire. Il y a bien des éléments qui vont à un moment donné faire que le choix semble aussi pertinent que possible. Mais quelle assurance aujourd'hui on a sur ce choix-là? On est vraiment dépendant de constructeurs qui nous donnent un certain nombre d'informations. Qui plus est, ce matériel, il est relativement onéreux. Plus on monte en gamme, plus c'est cher. Donc il y a sans doute moyen de travailler sur une réflexion autour de cette problématique. Alors, je passe. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va assez vite, mais bon, voilà. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu la démarche qu'on est en train de produire actuellement. Alors, je prends le relais. Du coup, quand on a identifié un peu ces problématiques de terrain, qui sont connues des nageurs évidemment, mais qu'on essaye de classer, de hiérarchiser,
de donner un ordre de priorité, on se dit ben, par où on commence, quoi, en fait, comment on fait maintenant pour faire avancer les choses. Et donc, pour être très concret, en fait, ce qu'on a pu faire, ce que j'ai fait, je suis passé par l'Agence nationale de recherche. Il y a un système qui s'appelle Trouver un expert. Je les ai appelés, je leur ai dit voilà, on cherche ça, 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 avec une structure, un labo qui se situe plutôt en Bretagne, parce que nous on est en Bretagne. Voilà, et on a commencé à échanger à deux niveaux. Alors c'est pour ça que je dis qu'il y a deux types d'accompagnement possibles. Il y a un accompagnement, je dirais, qui est un peu prioritaire, qui est simplement ce qui a été dit là, de caractériser une panne. Mais quand je dis simplement, c'est pas si simple que ça en fait. Mais voilà, ça peut être la première étape, sachant que l'étape ultime, ça peut être d'aller vers un prototype de panne. Mais comme disait Maxime, on n'en est pas encore là. Et donc du coup, ce que je vous présente là, c'est juste deux options possibles. C'est deux pistes, en fait, de collaboration. Qui demandent à être un petit peu affinées, mais qui ont l'intérêt d'exister. Donc la première... Je passe. Ouais. Voilà, on a en fait avec le plateau technique qui s'appelle... Alors, pas possible. On a travaillé du coup avec un plateau technique qui s'appelle Compositique. C'est un plateau qui dépend d'un labo qui travaille sur les systèmes mécaniques, et qui dépend lui-même d'une université, qui est l'université de Bretagne Sud, voilà, qui travaille beaucoup sur ces sujets, qui travaille pas mal sur la voile, sur les foils, etc. Donc ils ont une vraie compétence dans ce domaine-là. Et on a commencé à échanger, on a fait une de visu avec Maxime aussi, hein, là-dessus. Et lui, il a identifié trois besoins. Enfin, on a identifié trois besoins. On pourrait appeler ça des work packages, comme on a un petit peu dans les projets de recherche. Et dont un besoin prioritaire, enfin, qui nous semble vraiment prioritaire, c'est celui-là, c'est de comprendre l'architecture d'une monopalme, caractériser ses matériaux. Donc ça consiste à prendre 3, 4, 5 palmes et regarder ce qu'elles ont dans le ventre en fait, comment elles sont faites, etc., avec des moyens technologiques que nous on n'a pas, mais que le labo a, pour avoir une sorte de fiche d'identité de la palme. Jacques parlait d'une fiche d'identité, voilà, on est dans cet aspect-là. Bon, je ne détaille pas forcément les différentes analyses qui se font, c'est relativement fin, et puis si on va plus loin, on détaillera davantage. Et donc, ensuite, il y avait des étapes, en fait, et qui correspondent à besoin numéro 2, numéro 3, donc qui sont définis ici. Alors là, on est dans l'aspect plutôt... on est plutôt dans l'aspect dynamique de la palme. Et on est plutôt dans le côté, que disait Jacques, adaptation des caractéristiques de la palme en termes de souplesse, de dureté, etc., à la morphologie, au profil du nageur. On est plutôt dans cette option-là, mais ça nous paraît être l'étape numéro 2. Et puis l'étape numéro 3, peut-être Cocorico si c'est en France, mais c'est concevoir et fabriquer, ne pas être dépendant forcément des marchés étrangers. Il y a une concurrence internationale qui se fait en sport de haut niveau. Et donc, c'est d'être sur un prototype de monopalme, standardisé pour le coup, avec un process de fabrication qui est clair, peut-être normalisé à FNOR, je ne sais pas, c'est à voir, mais avec un cahier des charges derrière qui soit vraiment précis. Voilà, c'est les trois étapes qui sont prévues. Comprendre comment une palme est fabriquée, ensuite se servir de ces données-là pour établir un protocole et monter en puissance sur un certain nombre d'extensions par rapport à ces données de base, et ensuite arriver à faire que l'ensemble de ces données puissent être adaptables, bien évidemment, au profil du sportif, différents profils, en fonction des spécialités, un certain nombre de choses, et puis après, fabriquer, se nourrir de tous ces éléments-là pour fabriquer des prototypes, et puis voilà, partir sur des bases tests. Donc ça demande du temps, Maxime disait 15-20 ans, ça me paraît très long, mais ça demande du temps. Ça demande du temps. Alors, dernière diapo. Hop. Ouais, et puis dans les autres pistes, ça c'est pas pour la blague parce que c'est quand même important, mais à une époque où on est quand même centré beaucoup sur les problématiques d'écologie, etc., prendre les choses un petit peu, anticiper un petit peu. Et donc on a repris contact avec Sibios, qui est une coopérative qui travaille sur le biomimétisme. Donc vous connaissez tous parce que
par rapport au dauphin, le déplacement, etc. Oui, là, Mais là, on est plutôt dans les matériaux, en fait. Et c'est, bon, le biomimétisme, c'est s'inspirer du vivant pour développer des technologies. Et il y a une proposition aussi qui se fait avec eux en disant, ben, on pourrait envisager une collaboration avec les techniciens, avec les entraîneurs, avec les spécialistes de Sybios, pour petit à petit aller sur un développement d'une palme, voilà, qui soit à la fois française et à la fois écologique. Voilà, c'est un petit peu l'idée, ces deux pistes. Et nous, après ces éléments-là, on les travaille et en fait, on fournit un peu des informations, des pistes. Et notre rôle, c'est de faire ça et c'est dans un deuxième temps, si ça se développe, d'accompagner, de faire le suivi de projet. Parce qu'il y a plein de pistes, il y a plein de choses. Le DTN est sursollicité, Maxime, ils sont sursollicités. Mais par contre, parfois, on peut trouver des ressources humaines pour accompagner les projets, essayer de faire en sorte que ça ne reste pas une idée ou que ça ne soit pas un projet qui revienne tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Et puis, en fait, c'est un peu éternel. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Et c'est un petit peu ça qu'on souhaite faire avec certaines fédérations. Quand je parlais de structurer un service à la performance, c'est un petit peu l'idée. C'est d'apporter, d'être à l'interface entre les besoins et puis les ressources potentielles, qu'elles soient universitaires, grandes écoles, commerciales, industrielles, peu importe. Voilà. C'est vrai que la démarche est plus prononcée vers la monopalme. Bon, ça semble assez logique. La bipalme, essentiellement caoutchouc, bon, là, on peut y réfléchir, mais c'est vrai que la problématique de la monopalme, bon, sa cartographie, enfin, voilà. Bon, moi, quand j'étais entraîneur, bon, moi, j'en ai eu fait des palmes, j'en ai fabriqué avec bon, des procédés artisanaux. Nombre d'entre vous ont sûrement fait ça aussi, mais on est plein de questions sur voilà, comment arriver à donner un caractère fiable, d'accord, à cette cartographie-là, le choix qu'on peut faire d'une monopalme par rapport à un profil. Moi, je suis plein de questions. En l'état, je travaille beaucoup sur l'intuition, sur le feeling, sur un certain nombre de choses qu'on pressent, mais c'est pas mathématique. À un moment donné, si on veut asseoir un protocole scientifique, il faut qu'on s'y mette. Donc ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des compétences de laboratoire qui peuvent effectivement être en capacité d'analyser ce type de matériaux, mais c'est une vraie question. Merci. Voilà. Juste pour info.